Bonjour Laura. Bonjour. Alors, on vient de parler de créativité. C'est un sujet qui, de manière transversale, nourrit aussi beaucoup vos travaux de recherche, vos réflexions, mais vos travaux se basent notamment sur des recherches liées autour de la création artistique. Et vous allez nous aider notamment à nous reposer aussi une question fondamentale, finalement, qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est la notion de data. De quoi on parle et comment ça nous aide? Tout à fait. Alors là, on vient de voir une présentation très claire, très complète sur l'intelligence artificielle générative. J'aimerais remettre l'accent sur d'autres types d'intelligence artificielle. Donc, on a vu comment créer avec l'IA. J'aimerais voir comment l'IA nous aide à découvrir des créations. Donc, comment est-ce qu'elle valorise la data et les bases de données. Et quand est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour la dernière fois? Ce matin? Oui, ce matin. Ce matin, eh ben, faux. On est en train de l'utiliser en ce moment, l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas uniquement les IA génératives, ça ne se résume pas à Midjourney, à ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est aussi, vous le savez, mais on a tendance à l'oublier, ce qui sécurise notre compte bancaire, ce qui optimise les recherches Google, c'est aussi ce qui nous évite d'être noyés sous les spams. Et donc, je voulais vous parler de comment moi j'ai découvert l'intelligence artificielle, parce qu'au départ, j'ai pas du tout un parcours d'ingénieur. Moi, j'ai fait, comme j'imagine la plupart d'entre vous, des études en communication, et je m'intéressais à la recommandation littéraire. C'est-à-dire, ma grande question, c'était comment est-ce qu'on peut recommander un livre à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Comment est-ce qu'on sait qu'un livre va plaire à quelqu'un qui ne l'a pas encore lu. Et donc, en m'intéressant aux IA de recommandation en 2017, j'ai découvert le travail de Google Agriculture. Est-ce que vous connaissez Google Agriculture? Non. Ils sont nuls en marketing. Par contre, ils ont accès à une base de données qui est un véritable trésor, puisqu'ils ont numérisé 8 millions d'œuvres auprès de 1400 partenaires. Donc 8 millions de chefs-d'œuvre, 8 millions, ça fait quand même un sacré paquet. Et donc, ces 8 millions d'œuvres qu'ils ont numérisées auprès du MoMA, du Met, du musée d'Orsay, du musée de l'Ermitage, assez rapidement, ils se sont demandé bon, comment est-ce qu'on va pouvoir les rendre accessibles et utiles. Comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser cette collection. Évidemment, 8 millions, ça fait un paquet. Et donc, vous, si vous aviez accès à 8 millions d'œuvres, comment est-ce que vous les organiseriez? Même en regardant plusieurs centaines par jour, ça prendrait un bout de temps. Et donc, un moyen de les organiser, évidemment, et c'est ce qui est fait en ce moment, c'est de les organiser par nom d'artiste, de les organiser par date de création, d'avoir un musée de la Renaissance, un musée de l'art contemporain. Eh bien, on s'est dit, l'intelligence artificielle, justement, en cherchant des patterns dans des bases de données, donc en cherchant des motifs qui se répètent dans une base de données, plutôt qu'en appliquant des lois, des algorithmes plus procéduraux, peut trouver ces liens. Et donc, ça a donné une carte où on a cherché à organiser, vous voyez, c'est du direct parce que tout ça, c'est accessible en ligne et sur l'application. Et donc, on s'est dit, on va utiliser de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire donner à la machine une seule règle. Plus deux œuvres se ressemblent, plus elles seront proches. La petite subtilité, c'est plus elles seront proches dans un espace à 128 dimensions. Mais après, on va pouvoir le visualiser en 2 dimensions. Et donc, ça donne cet univers avec des continents, avec des archipels, des îlots. Enfin, de toute façon, depuis le Covid, tout le monde sait ce qu'est un cluster. Donc des ensembles homogènes de données, d'œuvres qui se ressemblent. Là, il s'agit d'œuvres d'art, il s'agit de tableaux, de sculptures. Mais vous pouvez aisément imaginer qu'il s'agit de personas, de CV, de toutes sortes d'autres données. Et lorsqu'on les organise de façon non supervisée, ces données, c'est là qu'on a eu des surprises. Un exemple que j'aime bien, j'ai mis une petite épingle, c'est qu'en général, quand on cherche à voir un tableau de Van Gogh, là, si cet après-midi vous vous dites j'aimerais voir un Van Gogh, on va au musée d'Orsay. On s'attend à le voir au milieu d'autres œuvres de Van Gogh, au minimum au milieu d'autres œuvres d'art, d'autres tableaux. Et bien là, on a trouvé la nature morte
au coin et au poire de Van Gogh, qui se trouve dans ce cluster de cartes italiennes du XVIe siècle, où vous voyez un paravent japonais, vous voyez des enluminures médiévales. Et finalement, de loin, on se rend compte qu'il y a une similarité qu'on n'aurait pas forcément vue en tant qu'humain. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a des biais, on sait déjà ce qu'on regarde dans un tableau. On sait déjà qu'un Van Gogh, c'est incomparable avec une carte de la péninsule anatolienne du XVIe siècle. On sait déjà que lorsqu'on regarde une œuvre de Van Gogh, on regarde le centre du tableau et on oublie le cadre, alors qu'il doit faire un tiers de la superficie de l'œuvre. Et donc, on a aussi des biais humains, surtout lorsqu'il s'agit de recrutement, de communication, lorsqu'il s'agit de ces domaines spécifiquement humains. On a aussi des biais et l'intelligence artificielle, d'autres modes d'apprentissage permettent d'organiser différemment la donnée. Et là, c'est pour vous montrer très rapidement donc un mode d'apprentissage supervisé. Ça nous a permis, non supervisé, pardon, et ça nous a permis de nous rendre compte d'autre chose. Ça nous a permis de nous rendre compte d'une chose qu'on avait sous les yeux, toute bête, que lorsqu'on organise 8 millions d'œuvres, eh ben sur 8 millions d'œuvres, il doit y avoir environ 300 000, 400 000 portraits. Et que 300 000, 400 000 portraits, ça fait beaucoup. Et à Google Agriculture, on avait 60 mètres carrés d'écran. Voir ces 300 000 pères d'yeux qui vous regardent, qui vous fixent, 300 000 personnes qui ont existé et qui voulaient laisser une trace, et qui se sont faites immortaliser sur des tableaux qui vous regardent, on se dit c'est tellement dommage d'avoir un tel trésor et de ne pas réussir à trouver la connexion, de ne pas réussir à valoriser cette base de données. Et donc on s'est dit, bon, comment donner envie aux gens d'aller voir les galeries de portraits? Comment mettre en valeur toutes ces œuvres qui dorment dans les archives du Rijksmuseum? Et donc c'est là que les Creative Coders, les artistes du code de Google Agriculture, ont créé Art Selfie, qui est une application qui permet de comparer son selfie, son visage, à celui des portraits des collections, donc de trouver son sosie dans l'histoire de l'art. Si vous voulez, d'ailleurs, on pourra faire l'expérience tout à l'heure avec le portable à la table des dédicaces. Où il faudra enlever les lunettes, par contre. Il faudra enlever les lunettes. Cette expérience, elle permet de mettre en relation quelque chose qui nous touche tous, notre visage, avec une base de données. Et donc, c'est un autre moyen aussi de pouvoir valoriser les collections. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, de cette chose qu'on avait sous les yeux, c'est-à-dire que les personnes de couleur avaient des matchs qui étaient moins pertinents. On l'avait sous les yeux, on le savait qu'un portrait c'est extrêmement formaté, mais on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on est déjà préoccupé par trouver des ressemblances, on est déjà préoccupé par ce à quoi doit servir l'application. Et donc, qu'est-ce que Google a fait, à votre avis, lorsqu'on s'est rendu compte que les personnes de couleur avaient des matchs moins pertinents? Déjà, est-ce que c'est l'IA qui est raciste? Je vous vois dubitatif. Bon, en effet, ce n'est pas l'IA qui est raciste, c'est surtout la base de données qui est déjà très orientée, puisqu'un portrait, ça n'a pas vocation à représenter l'ensemble du monde. Ça a pendant très longtemps été d'abord un symbole de statut social. C'était essentiellement les marchands flamands du XVIe siècle qui se faisaient représenter en majesté. Donc c'était l'occasion de faire un peu de pédagogie, de dire un portrait, ça ne vise pas à montrer la diversité de la planète, c'est un objet social qui s'inscrit dans une histoire de l'art. Bon, bah, c'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, ça a été d'ajouter des filtres. Alors des filtres, bien sûr, il y en avait déjà, puisque évidemment, des lunettes, il y en a un peu plus sur les selfies qu'il n'y en avait dans la base de données. Des lumières artificielles, même chose. Mais donc le choix qui a été fait, ça a été de survaloriser les représentations positives des personnes de couleur pour pouvoir plus mettre en avant ce type de portrait. Et donc j'aime bien montrer cet exemple parce qu'il nous rappelle qu'on était une dizaine de creative coders à travailler sur cette application, qu'on avait sous les yeux le biais de la collecte, le biais de la base de données, et pourtant qu'on ne l'a pas vu.
Et pourquoi? Parce qu'on était un groupe de creative coders majoritairement blancs, formés en France et en Suisse. Et c'est pour ça que mon message principal, c'est que la diversité, c'est pas juste bien pour les photos d'entreprise. La diversité, c'est essentiel lorsqu'on travaille avec l'intelligence artificielle parce qu'il peut y avoir des biais dans la collecte des bases de données, dans le choix du modèle, dans l'interprétation des données. Et c'est justement pour ça, si on a encore 2 minutes, que j'aimerais qu'on fasse ensemble notre propre IA, qu'on l'entraîne tous ensemble. J'aimerais bien avoir un volontaire d'ailleurs. Un ou une, bien sûr. Alors venez sur scène, s'il vous plaît. On les encourage, s'il vous plaît. On encourage. Un ou deux. C'est mieux deux ou un? Vous pouvez venir à deux si vous êtes motivé. Est-ce qu'il y a une deuxième personne volontaire? Merci. Merci de l'encourager également, de vous remercier. Alors, on va voir si, jusqu'à présent, les Common Or vous plaisent ou pas. Donc, on va entraîner 2 classes d'images. Première classe, vous allez être très satisfait. Si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Dire, vous pouvez venir à 2. Donc là, vous avez... Ah, s'il n'y a pas de webcam, c'est plus compliqué. D'accord. Eh bien, on va imaginer sinon. C'est vrai que je n'avais pas anticipé. Il n'y en a pas? Si, il y a une webcam, mais elle a dû être désactivée. Attendez. On l'habitude. Eh bien, bon, la webcam a dû être désactivée. Mais donc, c'est un système très simple. On entraîne la webcam sur une 60aine d'images, une 50aine d'images de vous qui êtes très souriant, très satisfait, qui avez adoré les Common Or. On entraîne une deuxième classe d'images ici sur vous qui avez détesté, qui vous ennuyez. Il faut que ça se voit, bien sûr. On entraîne, ça prend 2 minutes. Et une fois que le modèle est entraîné, eh bien, on lui présente de nouvelles images. Donc vous venez, je vous demande comment est-ce que vous avez aimé les Common Or, est-ce que jusqu'à présent ça vous plaît? Et puis ça vous donne un pourcentage de similarité, soit avec la première classe d'images, donc soit très satisfait, soit avec la deuxième classe d'images, pas satisfait du tout, et ça permet de savoir si vous avez aimé simplement en passant devant une webcam. Vous dites intéressant. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce qu'il y a un énorme biais. Il y a un énorme biais déjà dans la collecte des images parce que ce qu'on regarde, c'est c'est beaucoup plus est-ce que vous êtes proche ou loin de la webcam. Ça va être est-ce que la luminosité est la même, beaucoup plus que le sourire qui finalement représente assez peu de choses sur l'image. Et puis il y a un biais d'interprétation qui est gigantesque. C'est pas parce que vous souriez quand on vous demande de sourire que vous avez apprécié la conférence. Est-ce qu'on n'a pas tendance aussi à se regarder soi-même quand on fait ça? Est-ce qu'on peut On n'a pas aussi tendance à se regarder soi-même plutôt que la webcam quand on fait ça? Aussi, et c'est aussi des biais dans la collecte d'images. Donc tout ça, c'était surtout pour vous montrer déjà que entraîner une intelligence artificielle, vraiment, c'est pas très difficile, ça doit pas faire peur, on doit pas avoir l'impression que c'est de l'informatique en plus compliqué, mais surtout que c'est important de penser à tous ces biais qui apparaissent au moment de la collecte et au moment de l'interprétation, parce que lorsqu'on est concentré sur le résultat, on a tendance à les oublier alors qu'ils sont évidents et on s'en mord les doigts par la suite. Je regrette de ne pas avoir pu le faire avec vos images, mais vous voyez le principe. Et c'est une expérience qui est de toute façon disponible en ligne, Teachable Machine, donc que vous pouvez reproduire chez vous, reproduire avec des étudiants, avec des équipes. Ça aussi, c'est essentiel que les données soient accessibles, qu'on puisse refaire les expériences.